Le vent de fin d'automne balayait le domaine d'Ashbourne Hall d'un murmure plaintif, arrachant les dernières feuilles de bronze aux chênes anciens qui avaient été témoins de générations de mariages bien plus heureux que celui-ci. Lady Eleanor Pemberton se tenait devant le miroir doré de ce qui était désormais son boudoir, son reflet pâle se découpant sur la lourde soie ivoire de sa robe de mariée, et elle se demanda si une mariée s'était jamais sentie plus seule en ce qui aurait dû être le jour le plus joyeux de sa vie. Les couturières s'étaient surpassées avec des perles de rocaille et de la dentelle belge, créant un chef-d'œuvre digne de la fille de l'un des plus riches marchands d'Angleterre. Et pourtant, la robe lui faisait l'effet d'un costume pour un rôle pour lequel elle n'avait pas auditionné, mais qu'elle devait maintenant jouer pour le restant de ses jours. Au-delà des fenêtres plombées, elle pouvait voir le domaine que sa fortune avait déjà commencé à restaurer, l'aile est en ruine maintenant échafaudée de nouvelles poutres, les jardins envahis par la végétation cédant peu à peu aux mains habiles que son argent avait engagées. Tout cela, un monument à une transaction que tout le monde comprenait, mais se refusait poliment à nommer. Son père n'était mort que depuis 3 mois, lorsque l'homme d'affaires du duc d'Ashbourne s'était présenté pour la première fois, et Éléanore avait su immédiatement ce qu'un tel intérêt présageait, car la situation du duc était aussi notoire que sa beauté. On disait qu'il possédait un visage qui aurait pu lancer 1 millier de navires s'il était né Hélène au lieu d'Ashbourne, avec des yeux de la couleur des nuages d'orage sur la lande, et une allure qui témoignait de siècles de lignée, alors même que ses coffres résonnaient de vide. La cérémonie elle-même avait été brève et correcte, tenue dans la chapelle du domaine, avec seulement les témoins nécessaires. La voix du duc stable, tandis qu'il prononçait des vœux qui le liaient à elle par la loi, sinon par le cœur. Ses propres réponses, à peine plus qu'un murmure, alors qu'elle promettait d'honorer un homme qu'il avait choisi pour la fortune maritime de son défunt père, plutôt que pour toute qualité, résidant en sa propre personne. Il l'avait regardée exactement 1 fois, pendant tout l'office. Son expression parfaitement composée et totalement indéchiffrable, avant de reporter son attention sur l'archevêque avec la même politesse détachée que l'on pourrait accorder à un banquier finalisant un prêt particulièrement avantageux. Le petit déjeuner de noces avait été tout aussi formel, la conversation s'articulant autour de sujets sans risque comme le temps et les améliorations du domaine, tandis que le courant sous-jacent de ce que tout le monde savait vibrait sous chaque amabilité comme une note de basse que personne ne voulait reconnaître. Maintenant, alors que le soir tombait sur Ashbourne Hall et qu'Eleanor se retrouvait dans les appartements de la duchesse, elle entendit les pas du duc s'arrêter un très court instant devant sa porte, avant de continuer le long du couloir jusqu'à ses propres appartements. La distance entre leurs chambres étant une manifestation physique du gouffre entre leurs cœurs. Elle avait espéré, sottement peut-être, qu'en dépit des origines mercenaires de leur union, une petite chaleur pourrait exister entre eux, une possibilité de camaraderie sinon d'amour, mais alors qu'elle se tenait seule dans des pièces décorées avec un goût exquis et vide de toute affection, Éléanore comprit avec une clarté écrasante qu'elle avait échangé son héritage contre un titre et un mari qui ne la verrait jamais comme autre chose que la fortune qui l'avait sauvée de la ruine. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans une routine aussi prévisible que douloureuse. Chaque jour, une chorégraphie soignée d'évitements polis, qui laissait Éléanore se demander si la solitude pouvait être encore plus profonde lorsque l'on vivait dans la même maison que sa source. Le duc maintenait un emploi du temps d'une régularité impeccable, se levant avant l'aube pour ses promenades solitaires à travers les terres restaurées du domaine, déjeunant seul dans son bureau tout en examinant sa correspondance, passant ses après-midi à gérer les préoccupations des tenanciers avec un dévouement qui la surprenait,
et se retirant chaque soir à la bibliothèque, où il restait bien après l'heure où Éléanore elle-même regagnait son lit vide. Elle s'était jetée dans le rôle de duchesse avec une détermination née de la nécessité. Rencontrant la gouvernante chaque matin pour examiner les comptes de la maisonnée, consultant le chef jardinier sur la restauration des roseraies longtemps négligées, approuvant les menus et organisant le personnel avec une efficacité qui lui gagna leur respect, même si elle savait qu'il plaignait sa situation. Madame Davis, la gouvernante qui avait servi la famille Ashbourne pendant 30 ans, avait une façon de soupirer quand elle pensait qu'Eleanor ne pouvait pas l'entendre, et les femmes de chambre échangeaient des regards entendus lorsque le duc traversait les pièces sans reconnaître la présence de sa femme au-delà du plus bref des hochements de tête. Tout le monde savait, bien sûr, que leur mariage était un mariage de convenance plutôt que d'affection, que la fortune maritime de son défunt père avait acheté un titre et un domaine, tandis que le duc avait vendu son nom ancien pour éviter la ruine complète. Mais savoir une chose et vivre dans sa réalité étaient des expériences très différentes. Éléanore se surprenait à l'observer depuis les fenêtres et les portes comme quelque héroïne gothique d'un roman à 2 sous, regardant la façon dont la lumière du soleil se prenait dans ses cheveux sombres lors de ses promenades matinales, notant comment ses épaules se détendaient quand il se croyait inobservé dans la bibliothèque, cataloguant ces petits aperçus de l'homme derrière le titre comme s'ils étaient des trésors qu'elle pourrait amasser contre la pauvreté de leurs interactions réelles. C'est lors d'une de ces observations involontaires qu'elle le découvrit en train de lire de la poésie. Se tenant à l'entrée de la bibliothèque avec une correspondance qu'elle avait l'intention de laisser sur son bureau, quand elle le vit absorbé par ce qui semblait être du Wordsworth, son masque habituel de sang-froid adouci en quelque chose approchant un sentiment authentique, tandis que ses doigts traçaient les mots sur la page. Il avait alors levé les yeux, l'avait surprise en train de l'observer, et l'espace de 3 battements de cœur, quelque chose vacilla dans ses yeux de nuages d'orage avant que les volets ne se referment et qu'il ne lui offre le même signe de tête courtois qu'il aurait pu donner à une connaissance de passage avant de reporter son attention sur le livre comme si elle avait déjà cessé d'exister. Éléanore s'était retirée dans ses appartements ce soir-là et avait pleuré pour des raisons qu'elle ne pouvait pas entièrement articuler, pleurant non pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle craignait de ne jamais avoir, la prise de conscience grandissante s'installant dans sa poitrine comme une pierre qu'elle développait des sentiments pour un homme qui la verrait à jamais comme rien de plus que la fortune qui l'avait sauvée de la prison pour dette. L'hiver s'abattit sur Ashbourne Hall avec une fureur qui semblait refléter le gel entre son duc et sa duchesse, la neige s'accumulant contre les pierres anciennes, tandis que la glace formait des motifs complexes sur les vitres qui auraient pu être beaux si Éléanore avait eu quelqu'un avec qui partager leur observation. Les jours les plus courts de l'année la trouvèrent de plus en plus isolée, car le temps rendait même ses promenades quotidiennes impossibles, la confinant à la maison où chaque couloir semblait conçu pour faciliter l'évitement du duc à son égard, leur rencontre réduite à des croisements fortuits, où il s'inclinait avec une courtoisie mécanique avant de disparaître dans la pièce qu'elle n'occupait pas. C'est au cours d'une tempête particulièrement violente fin décembre que les circonstances forcèrent enfin ce que des mois de proximité n'avaient pas réussi, le vent hurlant comme une chose vivante et vengeresse en s'abattant sur le domaine, chassant la neige à travers chaque fissure et crevasse jusqu'à ce que les domestiques se retrouvent dépassés par le simple fait de maintenir les feux allumés et les pièces vitales habitables. Madame Davies apparut dans le salon d'Éléanore ce soir-là, avec une expression partagée entre l'excuse et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, expliquant que la tempête avait rendu impossible la préparation de repas séparés à la fois dans la salle à manger formelle et dans le bureau du duc, et que sa grâce consentirait-elle à dîner avec son Altesse dans la plus petite salle à manger familiale où un seul feu pourrait les réchauffer tous les deux de manière adéquate.
Le cœur d'Éléanore avait accompli une prouesse acrobatique à cette perspective, la terreur et le désir s'entrelaçant, alors qu'elle se laissait habiller pour le dîner, comme si elle se préparait pour une bataille, descendant les escaliers pour trouver le duc déjà présent, debout près du feu, le dos tourné jusqu'à ce qu'il sente son entrée et se retourne avec cette même courtoisie prudente qui était devenue une armure contre toute connexion authentique. Le repas commença dans un silence atroce, rompu seulement par le cliquetis de l'argenterie et l'assaut incessant de la tempête sur les fenêtres, mais quelque part entre le deuxième et le troisième plat, Éléanore fit un commentaire désespéré sur le livre qu'elle lisait, une traduction de Dante qu'elle avait trouvée dans la bibliothèque, et vit quelque chose vaciller derrière la façade soigneusement entretenue du duc. Il l'avait lu aussi, semblait-il, et avait des opinions sur les choix du traducteur qu'il exprimait avec une éloquence et une passion totalement absentes de ses habituelles réponses monosyllabiques à ses tentatives de conversation. Et avant qu'Éléanore ne comprenne tout à fait comment cela s'était produit, ils étaient engagés dans une véritable discussion sur la poésie et la traduction, sur la différence entre l'exactitude littérale et la vérité émotionnelle, sur les livres qui avaient façonné leur compréhension respective du monde. Pendant peut-être 1 heure, le masque du duc glissa suffisamment pour qu'elle puisse entrevoir l'homme en dessous, intelligent, réfléchi et doté de profondeur qu'elle n'avait que soupçonné, avant qu'il ne semble se reprendre et que la chaleur ne s'écoule de son expression comme de l'eau à travers un tamis, ne laissant que le poli étranger qui lui souhaita le bonsoir et se retira dans ses appartements comme si leur conversation n'avait jamais eu lieu. Éléanore resta éveillée cette nuit-là, rejouant chaque mot, chaque adoucissement momentané de ses traits, l'espoir s'allumant dans sa poitrine malgré ses efforts pour l'éteindre, car elle comprenait qu'elle tombait amoureuse d'un homme qui avait acheté sa fortune et ne voulait rien de son cœur. Dans les jours qui suivirent, elle commença une campagne si subtile qu'elle se l'avouait à peine, laissant des livres qu'elle pensait pouvoir l'intéresser dans la bibliothèque, des volumes sur des sujets qu'ils avaient discutés ou des auteurs qu'il avait mentionnés admirer, jamais avec une note ou un accusé de réception, mais simplement présent là où il pourrait les trouver. Et bien qu'il ne parlât jamais de ses offrandes, elle remarqua qu'ils se déplaçaient de l'endroit où elle les avait placés, leur dos montrant les signes révélateurs d'avoir été ouverts et lus. Ces échanges silencieux étant la chose la plus proche de l'intimité que leur mariage avait encore atteinte, même si le cœur d'Éléanore se brisait un peu plus chaque jour en aimant quelqu'un qui ne la voyait que comme la transaction qui avait sauvé sa maison ancestrale de la ruine. La saison de Noël s'abattit sur la société londonienne avec son faste et ses obligations habituelles, transformant la ville en une scène sur laquelle des mariages, authentiques ou mercenaires, jouaient leurs productions soigneusement répétées. Et Éléanore se retrouva projetée dans ce théâtre de l'artifice avec une angoisse qui pesait comme du plomb dans son estomac, alors qu'elle se préparait pour le bal annuel de la marquise de Pemberton, le premier grand événement social auquel elle et le duc assisteraient en tant que couple marié. Le duc était apparu à la porte de son boudoir ce soir-là, d'une beauté dévastatrice dans sa tenue de cérémonie, lui offrant son bras avec cette même courtoisie prudente qui était devenue la marque de leur interaction, et ensemble, ils étaient descendus vers la voiture qui attendait, comme des acteurs prenant leur place pour une performance que ni l'un ni l'autre n'avaient répétée, le silence entre eux pendant le trajet n'étant rompu que par le cliquetis des roues sur les pavés et le son lointain des cloches célébrant une saison de joie qui semblait amèrement ironique compte tenu du vide de leur union. Au bal, cependant, tout se transforma avec une précision qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si douloureuse, car le duc devint soudainement attentionné d'une manière qui coupa le souffle d'Éléanore, même si son esprit cataloguait chaque geste comme une performance plutôt qu'une affection sincère, sa main au creux de son dos, alors qu'il saluait leur hôtesse,
la façon dont il se penchait pour murmurer des observations sur les autres invités, la sollicitude avec laquelle il s'assurait que son verre ne soit jamais vide et son carnet de balles convenablement rempli, tout cela précisément calibré pour présenter l'image d'un mari dévoué, tandis que ses yeux restaient aussi distants que des étoiles d'hiver. Elle s'était excusée pour se rendre au salon des dames vers minuit, désespérée d'avoir un moment loin de la torture exquise de sa proximité. Et c'est là, séparée de la salle de bal par seulement un rideau de velours et une mauvaise acoustique, qu'elle entendit Lady Hartsworth et son cercle discuter du mariage Ashbourne avec la cruauté joyeuse qui passait pour un divertissement parmi certains membres du ton, leur voix portant clairement, alors qu'elle disséquait comment le duc s'était vendu au commerce, comment Éléanore devait savoir qu'elle avait acheté un titre plutôt que gagner la dévotion d'un mari, combien il était pathétique de l'avoir essayé de faire semblant, alors que tout le monde connaissait la vérité de leur arrangement. Éléanore s'était figée, la main sur le rideau, l'humiliation la brûlant comme une fièvre, mais avant qu'elle ne puisse se ressaisir pour fuir, une autre voix trancha les commérages avec la précision d'une lame. Le ton du duc portant une âpreté qu'elle n'avait jamais entendue alors qu'il démolissait le caractère de Lady Hartsworth avec une précision si chirurgicale que les protestations de la femme moururent dans sa gorge, sa défense de l'honneur et du caractère d'Éléanore, livrée avec une fureur froide qui ne laissait aucun doute qu'il ne tolérerait aucun manque de respect envers sa duchesse, quelles que soient les circonstances de leur mariage. Quand Éléanore émergea enfin, secouée et confuse, elle le trouva de l'autre côté de la salle de bal, et leurs regards se croisèrent dans un moment qui sembla arrêter le temps lui-même, son expression indéchiffrable, mais quelque chose brûlant dans ses profondeurs grises qui fit faire des acrobaties à son cœur contre ses côtes, avant qu'il ne détourne le regard et que le masque ne redescende. Ils retournèrent à Ashbourne Hall en silence cette nuit-là, le trajet en voiture un exercice de tension soutenue, mais quand il l'aida à descendre et lui souhaita bonne nuit, ses doigts s'attardèrent contre les siens pendant peut-être 3 secondes de plus que ce qui était strictement nécessaire, et Éléanore resta éveillée jusqu'à l'aube, essayant de concilier l'homme qui défendait son honneur avec une telle passion avec le mari qui pouvait à peine se résoudre à partager une pièce avec elle, comprenant seulement que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, même si elle ne pouvait pas encore nommer quelle transformation avait commencé. Le printemps arriva à Ashbourne Hall avec une chaleur timide qui semblait promettre le renouveau, les premiers crocus perçant les derniers vestiges de neige comme de petits actes de défi contre l'emprise persistante de l'hiver, mais Éléanore remarqua à peine le changement de saison, se trouvant consumée par une fièvre qui la frappa avec une rapidité dévastatrice au début du mois de mars, la transformant de simplement seule à véritablement malade en l'espace d'une seule journée. Le médecin fut convoqué immédiatement, son expression grave en sortant de ses appartements, plongeant Madame Davis dans un tourbillon d'activité, et le duc fut informé avec la même formalité prudente qui marquait toute communication entre le maître et la maîtresse, recevant la nouvelle de l'état de sa femme avec ce calme impénétrable qui était devenu son bouclier constant contre tout sentiment trop profond. Il visitait ses appartements 2 fois par jour avec une précision mécanique, se tenant au pied de son lit pendant exactement la durée appropriée, tandis que Madame Davis rendait compte de son état, son visage un masque de préoccupation polie qui ne révélait rien des pensées qui pouvaient se mouvoir derrière ses yeux gris, et Éléanore, flottant entre conscience et délire fébrile, enregistrait sa présence comme on pourrait noter la courtoisie d'un étranger plutôt que les soins d'un mari. Mais Madame Davies, qui avait servi la famille Ashbourne pendant 3 décennies et possédait la sagesse particulière qui vient de l'observation de la nature humaine dans toutes ses contradictions, remarqua ce que ni le duc ni Éléanore ne pouvaient reconnaître.
comment son Altesse quittait les appartements d'Éléanore seulement pour arpenter le couloir devant sa porte pendant des heures, comment les ombres sous ses yeux s'approfondissaient à chaque nuit qui passait, comment on pouvait le trouver à des heures indues debout devant ses chambres, comme si la seule proximité pouvait la ramener à la santé, même s'il ne pouvait se résoudre à offrir le réconfort de sa présence réelle. C'est durant la pire nuit de la fièvre, lorsque la température d'Éléanore atteignit des sommets dangereux et que le médecin avertit qu'il devait se préparer à toute éventualité, que son délire dépouilla enfin les gardes prudentes qu'elle avait maintenues autour de son cœur, et elle prononça à voix haute les vérités qu'elle s'était cachées même à elle-même. Sa voix se brisant alors qu'elle confessait à l'air vide la solitude qui la consumait, son amour pour un homme qui ne la voyait que comme la fortune qu'il avait épousée, la torture exquise de la proximité sans intimité, son souhait de n'avoir jamais accepté cet arrangement si cela signifiait passer sa vie à désirer quelqu'un qui ne la désirerait jamais en retour. Le duc, qui se tenait dans le couloir comme c'était devenu sa vigile nocturne, entendit chaque mot à travers la porte que madame Davis avait laissée légèrement entr'ouverte, et quelque chose de fondamental se brisa en lui en écoutant les confessions fiévreuses de sa femme, l'architecture soignée de distance et de bienséance qu'il avait construite, s'effondrant comme un château de sable devant la marée. Il entra dans ses appartements sans décision consciente, congédiant l'infirmière surprise d'un geste, et prit la chaise à côté du lit d'Éléanore, où il resta pendant les longues heures d'obscurité, lui tenant la main avec une tendresse qu'il ne s'était jamais permis de montrer pendant qu'elle était consciente, murmurant des assurances dont elle ne se souviendrait pas, son pouce traçant des cercles sur sa paume, comme s'il pouvait l'ancrer à la vie par le simple contact. Quand l'aube se leva enfin et que la fièvre tomba, les yeux d'Éléanore s'ouvrirent en papillotant pour se retrouver de nouveau seul, le duc s'étant retiré dans ses propres appartements avant qu'elle ne puisse se réveiller, mais le fantôme de chaleur demeurait dans sa main, là où la sienne avait été. Et bien qu'elle ne pût être certaine si ses souvenirs de réconfort étaient réels ou un rêve de fièvre, quelque chose dans son cœur insistait sur le fait qu'il s'était produit, que pour une nuit au moins, la distance entre eux s'était dissoute, même si le matin l'avait restaurée avec toute sa rigidité antérieure, laissant Éléanore se demander si la chaleur de sa main tenant la sienne avait été réelle ou simplement le plus doux mensonge que son esprit fiévreux pouvait construire pour apaiser la douleur d'aimer quelqu'un qui ne l'aimerait jamais en retour. Le duc d'Ashbourne se tenait à la fenêtre de son bureau aux heures grises avant l'aube, observant les jardins où Éléanore se promènerait bientôt parmi les fleurs de printemps qu'elle avait plantées avec tant de soin. Et le dégoût de soi qui était devenu son compagnon constant s'abattit sur lui comme un linceul alors qu'il contemplait les ruines qu'il avait faites de leurs deux vies par ses choix mercenaires et sa lâcheté subséquente. Il l'avait épousée pour l'argent. Il n'y avait pas moyen d'échapper à cette vérité fondamentale. Il s'était tenu à l'autel et avait prononcé des vœux qu'il n'avait pas le droit de faire, tout en calculant comment sa fortune restaurerait son domaine et sauverait l'héritage de sa famille. Et bien qu'il se soit dit à l'époque que de tels arrangements étaient courants dans leur classe, qu'elle comprenait la transaction aussi clairement que lui, le souvenir de sa propre froideur lors de leur nuit de nocées lui brûlait la gorge comme de l'acide. Ce qu'il n'avait pas anticipé, ce à quoi son cœur cynique ne l'avait pas préparé, c'était la lente révélation du caractère d'Éléanore dans les mois qui suivirent, la digne quiétude avec laquelle elle gérait sa maisonnée, la douceur qu'elle montrait aux domestiques qui n'avaient connu que le tempérament dur de sa mère, la façon dont elle transformait les froids couloirs d'Ashbourne en quelque chose qui approchait un foyer par de petits actes de beauté et de soin qui témoignaient d'un esprit généreux qu'il n'avait rien fait pour mériter. Il avait remarqué les livres qu'elle laissait pour lui dans la bibliothèque, chacun choisi avec une compréhension de ses goûts qui suggérait qu'elle l'avait observé bien plus attentivement qu'il ne l'avait réalisé, et bien que l'orgueil et la honte
l'ait empêché de reconnaître ses gestes. Il avait lu chaque volume, trouvant parfois des passages marqués qui semblaient parler directement à la solitude qu'il imaginait qu'elle devait ressentir dans ce mariage de convenance. La nuit de sa maladie avait détruit la distance prudente qu'il avait réussi à maintenir, ses confessions fiévreuses révélant une profondeur de sentiment qui l'exalta et le dévasta à la fois. Car comment pouvait-il mériter l'amour d'une femme dont il avait épousé la fortune, dont il avait imposé l'isolement par sa propre lâcheté émotionnelle, dont il avait systématiquement brisé le cœur tendre par des mois de froideur délibérée déguisée en bienséance? Il l'aimait, que Dieu lui vienne en aide, avait peut-être commencé à l'aimer en la regardant planter ses premiers bulbes dans le jardin d'automne, de la terre sur les mains et de l'espoir dans les yeux. L'avait certainement aimé au bal d'hiver, lorsque entendre son nom dénigré l'avait rempli d'une rage qui l'avait choqué par son intensité. Mais quel droit avait-il à de tels sentiments, alors qu'il l'avait achetée comme on pourrait acheter du bétail, pour ensuite la condamner à une demi-vie de négligence polie? Chaque matin, il l'observait de cette fenêtre alors qu'elle se déplaçait dans les jardins, sa grâce et sa solitude un reproche à son indignité, et il comprenait avec une clarté amère qu'elle méritait bien plus qu'un chasseur de fortune qui l'avait piégée dans un mariage sans amour, méritait un homme qui l'aurait courtisée comme il se doit, qui aurait gagné son cœur plutôt qu'acheter sa main, qui pourrait lui offrir une dévotion non entachée par les circonstances mercenaires de leur union. La seule voie honorable, avait-il décidé dans les heures sans sommeil après que sa fièvre fût tombée, était de maintenir la distance qui la protégerait de l'indignité d'être aimé par quelqu'un d'aussi indigne que lui-même, de lui donner au moins la dignité d'un arrangement respectueux, même s'il ne pouvait lui donner la liberté qu'elle méritait, bien que chaque jour d'une telle retenue ressemblât à une mort à petit feu, une lente suffocation de chaque impulsion tendre qui naissait en lui lorsqu'elle entrait dans une pièce, ou souriait à quelque chose dans sa correspondance, ou fredonnait doucement en arrangeant des fleurs dans le hall. Les semaines qui suivirent la guérison d'Éléanore s'installèrent dans un rythme d'un tourment si exquis que le duc et sa femme se déplaçaient dans Ashbourne Hall comme des fantômes hantant la même belle prison. Chacun parfaitement conscient de la présence de l'autre, mais séparés par des murs d'orgueil et de douleur qui semblaient grandir de jour en jour. Éléanore se jeta dans l'entretien du domaine avec une énergie presque désespérée, passant de longues heures dans les jardins qu'elle avait conçus, les mains profondément dans la terre, alors qu'elle plantait des roses, de la lavande et toutes sortes de plantes, comme si elle pouvait cultiver dans la terre l'amour qui se flétrissait entre elle et son mari, et les domestiques qui la regardaient travailler avec des yeux inquiets chuchotaient entre eux que la duchesse déversait son cœur dans la terre parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où le donner. Le duc, pour sa part, s'enterra dans la gestion pratique du domaine avec une détermination qui frisait l'obsession, travaillant aux côtés des tenanciers dans les champs jusqu'à ce que ses mains aient des ampoules et que son dos lui fasse mal, cherchant dans l'épuisement physique un répit au tourment émotionnel qui le consumait chaque fois qu'il se permettait de rester immobile, et plus d'une fois, le régisseur du domaine trouva son Altesse seul dans les écuries à l'aube, y étant déjà depuis des heures, bien que personne ne pût dire ce qu'il faisait pendant ces heures sombres. Madame Davies les observait tous les deux avec la tristesse particulière de celle qui voit deux personnes se noyer à portée de bras l'une de l'autre, aucune ne pouvant franchir la petite distance qui les séparait, et elle confia à la gouvernante qu'en toutes ces années à Ashbourne, elle n'avait jamais été témoin d'une telle misère mutuelle. Car au moins le feu duc et la feu duchesse avaient possédé le froid réconfort d'une indifférence authentique, alors que le maître et la maîtresse actuelle souffraient de trop se soucier tout en se croyant indignes de ce souci. Un après-midi de fin avril, Éléanore et le duc se retrouvèrent seuls dans le salon du matin tout à fait par accident, elle étant venue pour examiner les menus de la semaine
et lui pour examiner des papiers concernant les fermes des tenanciers. Et pendant un instant, ils se figèrent tous les deux, pris dans cette terrible proximité qui rendait leur séparation d'autant plus douloureuse, la lumière du soleil printanier inondant les fenêtres et illuminant la distance prudente qu'ils maintenaient, même si leurs yeux se croisèrent, avec une intensité qui parlait de tout ce qu'ils refusaient de dire à voix haute. Le duc ouvrit la bouche comme s'il pouvait enfin dire la vérité qui lui brûlait la poitrine, et Éléanore fit un demi-pas vers lui, sa main s'élevant inconsciemment vers son visage, mais alors le moment se brisa comme il le faisait toujours, rompu par le poids de la culpabilité et de l'indignité de son côté, et la peur du rejet du sien, et ils se retirèrent dans leurs coins respectifs avec des excuses murmurées pour l'intrusion, laissant le salon du matin vide, à l'exception du fantôme de ce qui aurait pu être. C'est ce soir-là même qu'Éléanore, assise seule dans ses appartements, avec les lettres de sa mère étalées devant elle, commença à composer une lettre à sa tante en cornouailles, s'enquérant, avec une désinvolture étudiée, de la possibilité d'une visite prolongée, peut-être même d'une résidence permanente. Car assurément, tout serait préférable à cette lente mort par proximité d'un homme qu'elle aimait et qui ne l'aimerait jamais en retour, et elle avait presque terminé la lettre quand elle entendit des pas s'arrêter devant sa porte, une présence qu'elle reconnut sans la voir comme étant celle du duc, se tenant dans le couloir comme il le faisait parfois, n'entrant ni ne sortant, existant simplement dans cet espace liminal qui semblait définir tout leur mariage. Le duc, de l'autre côté de cette porte, avait entendu le grattement de sa plume, et avait su d'une manière ou d'une autre, avec une terrible certitude, qu'elle était en train de s'écrire une échappatoire d'Ashbourne, de lui, et la dévastation que cette connaissance apporta fut comme une blessure physique, car il s'était dit que maintenir la distance la protégeait. Mais maintenant, il comprenait que cela la chassait, et pourtant, il ne pouvait toujours pas bouger, ne pouvait pas frapper, ne pouvait pas combler le fossé que sa propre indignité avait créé, et ainsi ils restèrent séparés par une porte et par tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, deux personnes souffrant d'une solitude parallèle dans une maison qui n'avait jamais semblé plus vide malgré leur occupation partagée de ses pièces, aucun ne comprenant que l'autre souffrait tout aussi profondément, aucun ne pouvant imaginer que l'amour qu'ils croyaient non partagé était en fait un miroir de leur propre dévotion désespérée. Et la nuit de printemps s'épaissit autour d'eux, belle et indifférente à leur douleur, tandis que quelque part dans la maison, une horloge sonnait l'heure et marquait un autre jour perdu dans la géométrie cruelle de deux cœurs qui battaient isolément, bien qu'ils n'existassent qu'à quelques pieds l'un de l'autre. La lettre arriva un mardi matin de début mai, alors que les pommiers en fleurs étaient à leur apogée, et que le monde semblait déterminé à se moquer de la désolation intérieure d'Éléanore par sa beauté, livrée par un messager au visage sombre, qui attendit avec un inconfort évident pendant qu'elle signait pour la correspondance de l'avocat de sa famille à Londres, et même avant de briser le sceau, Éléanore sentit une angoisse froide s'installer dans son estomac, car rien de bon n'était jamais venu des communications de M. Pemberton depuis que la mort de son père avait déclenché le lent effondrement de la sécurité financière de sa famille. Elle lut la lettre une fois avec incrédulité, puis de nouveau avec une horreur croissante, alors que les mots s'arrangeaient en une réalité indéniable qui semblait faire basculer le monde sur son axe, car son oncle Thomas, à qui les restes de la fortune Pemberton avaient été confiés après que les arrangements matrimoniaux furent conclus, s'était révélé spectaculairement indigne de cette confiance par une combinaison de mauvais investissements, de dettes de jeu et d'une série d'imbroglios juridiques que M. Pemberton décrivait avec le langage prudent d'un homme essayant d'adoucir un coup dévastateur. La fortune qui n'avait pas déjà été transférée pour restaurer Ashbourne Hall était partie, entièrement consumée par la prodigalité de son oncle et les batailles juridiques subséquentes pour récupérer ne serait-ce qu'une fraction
de ce qui avait été perdu, et bien que son contrat de mariage soit resté intact en vertu du fait qu'il avait été légalement séparé des actifs familiaux, il n'y aurait rien de plus, pas d'héritage pour lui fournir son indépendance, pas de richesse familiale sur laquelle se rabattre si jamais elle en avait besoin, rien que ce qu'elle avait déjà donné pour sauver le domaine d'un homme qui l'avait épousé pour un argent qui n'existait plus. Eleanor s'assit dans le salon du matin, la lettre tremblant entre ses mains, et sentit les fondations de son monde s'effondrer sous elle, car si elle avait été piégée auparavant par les circonstances et ses propres sentiments inopportuns, elle était maintenant piégée absolument, entièrement dépendante de la charité d'un mari qui l'avait voulu pour une fortune qu'elle ne possédait plus, et la peur qui lui monta à la gorge avait un goût de bile et de désespoir alors qu'elle imaginait sa réaction à cette nouvelle. Elle savait qu'elle devait lui dire, ne pouvait absolument pas dissimuler une telle information, même si la bienséance et la loi n'exigeaient pas sa divulgation. Mais la pensée de se rendre à son bureau et de confesser sa ruine financière complète la rendait physiquement malade, car que ferait-il en apprenant que son mariage mercenaire ne lui avait finalement rien rapporté, que la femme qu'il avait acquise pour sa richesse était maintenant aussi sans le sou que n'importe quelle fille du peuple, ne valant rien au-delà du règlement qu'il ne pouvait réclamer. Pendant des heures, elle resta assise, figée, la lettre sur ses genoux, regardant les ombres s'allonger sur les parquets polis, tandis que son esprit évoquait des scénarios de plus en plus terribles de sa réponse, imaginant un renvoi froid ou un mépris à peine dissimulé, ou peut-être simplement la rupture finale de la mince connexion qui avait existé entre eux. Et ce n'est que lorsque l'heure du dîner approcha et qu'elle sut qu'elle ne pouvait plus tarder, qu'Eleanor se leva enfin sur des jambes tremblantes, lissa sa robe avec des mains qui ne cessaient de trembler, et se dirigea avec la dignité qu'elle put rassembler vers le bureau du duc pour affronter ce qu'elle croyait être sa ruine. Elle s'arrêta devant sa porte et pressa sa paume contre le bois sombre, rassemblant les fragments de son courage comme un général se préparant à une défaite certaine, puis elle frappa, entendit sa voix l'inviter à entrer et franchit le seuil pour la conversation qu'elle redoutait, portant avec elle la lettre qui, selon elle, détruirait la paix fragile qu'ils avaient réussi à maintenir dans leur beau et terrible mariage. Le duc leva les yeux de ses papiers quand Eleanor entra, et le peu de sang-froid qu'elle avait réussi à rassembler dans le couloir s'évapora sous son regard, la laissant debout juste à l'intérieur de la porte, avec la lettre de l'avocat serrée dans ses mains tremblantes, comme une preuve de sa propre inadéquation. Et elle ouvrit la bouche pour parler, mais constata que les mots soigneusement préparés s'étaient envolés, remplacés par un silence terrible qui s'étendit entre eux jusqu'à ce qu'elle tende simplement la lettre avec un geste d'une telle défaite qu'il se leva immédiatement de son bureau et s'approcha d'elle avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Il prit la lettre et la lut pendant qu'elle restait figée, scrutant son visage à la recherche de la colère, de la déception ou du renvoi froid qu'elle savait devoir venir, son cœur battant si violemment qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre, et quand il leva enfin les yeux de la page, son expression était si totalement inattendue que pendant un moment elle ne put la comprendre, car il n'y avait aucune fureur dans ses yeux, aucun mépris, mais plutôt quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Bien que cela n'ait aucun sens alors qu'elle venait de confesser sa ruine financière complète. Eleanor se força à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure, alors qu'elle disait « Je suis sans ressources, votre grâce, au-delà de ce que le contrat de mariage prévoit, il ne reste rien de la fortune de ma famille. Mon oncle a tout détruit, et j'ai pensé que vous devriez savoir que la femme que vous avez épousée pour sa richesse ne vaut maintenant précisément rien. » Et elle détesta la façon dont sa voix se brisa sur le dernier mot, détesta montrer une telle vulnérabilité alors qu'elle s'était promis d'affronter cela avec dignité. Le duc mit la lettre de côté avec une délibération soignée qui semblait en contradiction avec l'intensité de ses yeux.
Et quand il parla, sa voix portait une rudesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, alors qu'il disait « Ne vaut rien ? Eleanor, vous croyez que votre valeur se mesure en livres et en propriétés ?» Et elle tressaillit à la question, incertaine si elle était rhétorique ou s'il attendait une réponse, sa confusion s'approfondissant quand il continua. « J'ai passé ces mois à croire que vous ne tolérez ma présence que parce que ce mariage vous offrait la sécurité, que vous restiez à Ashbourne par devoir ou nécessité, plutôt que par un désir sincère d'être ici. Et maintenant, vous me dites que l'argent a disparu, et je me trouve reconnaissant, soulagé, au-delà de toute mesure, car maintenant, au moins je sais que si vous restez, ce ne peut être pour le domaine ou le titre ou quoi que ce soit d'autre que... » Mais il s'interrompit, semblant se retenir avant d'en révéler trop, et Éléanore le regarda avec une perplexité totale, incapable de concilier ses paroles avec ses attentes. Il se détourna d'elle, se dirigeant vers la fenêtre avec les mains jointes derrière le dos, dans cette posture particulière qu'elle avait appris à reconnaître comme étant celle où il luttait avec des émotions difficiles, et après un long moment, il demanda sans la regarder. « Souhaitez-vous partir, Éléanore ? Maintenant que les liens financiers sont rompus, souhaitez-vous demander une annulation, être libéré de ce mariage qui ne vous a apporté que l'isolement et la solitude ?» Et la question la frappa avec la force d'un coup physique, car elle s'était attendue à ce qu'il la chasse, pas à ce qu'il lui offre le choix. Et elle se trouva incapable de répondre parce que la vérité était trop dangereuse à dire à voix haute. Le silence qui suivit était chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Éléanore debout au centre de son bureau, avec les mains crispées dans ses jupes, et le duc à la fenêtre, avec les épaules tendues sous son habit. Deux personnes tournant autour de sentiments si profonds qu'il n'osait pas leur donner voix. Et quand il se retourna enfin pour lui faire face, son expression était soigneusement neutre à l'exception de ses yeux, qui contenaient une telle intensité qu'Éléanore dut détourner le regard, son cœur s'emballant d'espoir et de peur à parts égales, alors qu'elle réalisait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, bien qu'elle ne pût encore nommer ce que c'était ni où cela pourrait mener. Et la conversation se termina sans résolution alors qu'il s'excusait tranquillement, la laissant seule dans son bureau avec la lettre qui avait semblé être la fin de tout, mais qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, être le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé imaginer. Eleanor dormit mal cette nuit-là, son esprit tourbillonnant des questions étranges et du soulagement encore plus étrange du duc. Et quand le matin vint, elle s'habilla avec une précision mécanique, tout en répétant des discours qu'elle savait ne jamais prononcer, des arguments pour expliquer pourquoi elle devrait rester, qui ne reposaient pas sur la vérité dangereuse de ses sentiments. Ainsi, lorsqu'une femme de chambre arriva avec une demande pour sa présence dans le bureau du duc à sa première convenance, Éléanore sentit son sang-froid soigneusement construit se fracturer comme de la glace sous un poids inattendu. Elle le trouva debout derrière son bureau, entouré de papiers qui l'avaient clairement occupé toute la nuit, si l'on en jugeait par les ombres sous ses yeux, et il y avait quelque chose dans son attitude qui lui rappelait un soldat se préparant au combat, une terrible détermination mêlée de résignation qui lui serra le cœur d'une appréhension sans nom, avant même qu'il ne lui désigne la chaise en face de lui, et ne dise d'une voix soigneusement dépourvue d'émotion. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, Éléanore, il y a des affaires dont nous devons discuter, qui ne peuvent attendre. » Elle s'assit parce que ses jambes ne la porteraient pas, le regardant organiser les papiers avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Et quand il la regarda enfin directement, elle vit dans ses yeux une résolution si douloureuse qu'elle se prépara à être renvoyée, à la fin qu'elle craignait depuis la lecture de la lettre de son oncle. Mais ce qu'il dit à la place chassa toute pensée de son esprit, alors qu'il commençait. « J'ai passé la nuit en consultation avec mes avocats, organisant certains transferts
que j'aurais dû exécuter il y a bien longtemps. Il poussa le premier document sur le bureau vers elle, son doigt pointant un texte qui semblait nager devant ses yeux, alors qu'il expliquait avec une précision terrible. Ceci est l'acte de propriété d'Ashbourne Hall et de toutes ses terres, que je transfère entièrement à votre nom, ainsi que toutes les propriétés, investissements et actifs qui ont été restaurés ou acquis grâce à votre fortune. Tout ce que votre argent a construit ou sauvé vous appartient désormais absolument, sans aucune réclamation de ma part, au-delà de ce que vous choisirez d'accorder. Eleanor fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère, son esprit incapable de saisir ce qu'il proposait, et quand elle essaya de parler, il leva une main pour devancer ses objections et continua de cette même voix soigneusement contrôlée. J'ai conservé uniquement Millbrook, la petite propriété dans le Derbyshire qui m'est venue de la famille de ma mère et qui n'a jamais été touchée par les dettes. Elle est modeste, mais suffisante pour qu'un gentleman vive tranquillement, et ce sera assez pour moi. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes qui se propageaient en implications qu'Eleanor ne pouvait pas encore traiter, et elle le regarda pousser d'autres documents, ses explications se poursuivant avec la minutie méthodique d'un homme déterminé à accomplir une tâche désagréable, parlant de son contrôle juridique absolu, de sa liberté de gérer ou de vendre comme elle le souhaitait, de son droit de rester à Ashbourne sans lui ou de le renvoyer entièrement de sa propriété. Quand il s'arrêta enfin, croisant son regard avec une expression qui était à la fois angoisse et détermination, il dit doucement « Vous méritez le choix, Eleanor. Vous méritez la liberté de construire la vie que vous voulez, sans être piégé par un mariage que vous n'avez jamais vraiment choisi, et donc je vous donne tout, le domaine, votre indépendance, la possibilité de divorcer de moi si vous le souhaitez, et de garder tout ce qui devrait légitimement vous appartenir, puisque c'est votre fortune qui l'a créée. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit, tout son être concentré sur l'homme en face d'elle, qui lui offrait tout ce qu'elle devrait vouloir, la liberté, la sécurité et l'indépendance, tout en ne demandant rien en retour, sauf peut-être son absence, et à ce moment-là, Eleanor comprit avec une clarté cristalline que ce grand geste n'était pas né de l'obligation ou de la culpabilité seule, mais de quelque chose de bien plus profond et douloureux, une sorte d'amour qui se croyait si indigne qu'il détruirait son propre bonheur pour lui offrir le choix, et cette prise de conscience fit voler quelque chose en éclats dans sa poitrine, alors même que les papiers reposaient entre eux comme un gouffre trop large pour être traversé. Eleanor s'enfuit du bureau avec une excuse murmurée sur le besoin de temps pour examiner les documents, bien qu'en vérité elle ne pouvait supporter de rester dans cette pièce avec le poids de son sacrifice pesant sur elle comme une force physique, et elle se retrouva à marcher sans direction consciente à travers les couloirs d'Ashbourne jusqu'à ce que ses pas la portent au jardin où elle avait passé tant d'heures solitaires à déverser son cœur dans la terre parce qu'elle ne pouvait le donner à l'homme qu'elle aimait. Les roses de printemps qu'elle avait plantées commençaient à fleurir, leurs pétales se déployant dans des tons de rose et de crème qui auraient dû lui apporter de la joie, mais semblaient plutôt se moquer d'elle par leur beauté. Et elle s'affaissa sur le banc de pierre sous le treillis qu'elle avait commandé l'été dernier, son esprit tourbillonnant de l'impossible générosité de ce qu'il avait offert et des implications dévastatrices sous-jacentes. Il lui avait tout donné, chaque brique et chaque poutre d'Ashbourne, chaque acre de terre, chaque centime de revenu. Il s'était dépouillé de toute sécurité et de tout confort pour lui offrir le choix, et l'ampleur de ce geste aurait dû la remplir de gratitude, sauf qu'elle comprenait avec une clarté terrible ce que cela signifiait vraiment, qu'il se croyait si indigne d'elle qu'il préférerait vivre en exil dans une modeste propriété du Derbyshire plutôt que de continuer à lui infliger sa présence. Eleanor pressa ses mains contre son visage,
alors que toute la vérité de la situation s'abattait sur elle comme une vague. Car elle avait passé ses mois à croire qu'il ne la voyait que comme une source de fonds commode, alors qu'il avait apparemment passé les mêmes mois à croire qu'elle ne le tolérait que par devoir ou nécessité, et ils s'étaient tous deux trompés, si profondément trompés, qu'ils avaient construit toute une architecture de misère sur de fausses fondations. Elle avait envie de rire de l'absurdité de la situation, sauf que des larmes coulaient sur son visage à la place, des larmes pour tout le temps perdu, toutes les nuits solitaires, tous les moments où ils auraient pu se tendre la main, mais s'étaient plutôt retirés dans leur chagrin séparé. Et elle pensa à sa main tenant la sienne pendant sa maladie, ce seul souvenir qu'elle avait chéri, comme un talisman contre le désespoir. Et se demanda s'il avait la moindre idée de la façon dont ce simple contact l'avait soutenu pendant les mois qui suivirent. Les documents qu'il lui avait présentés attendaient dans son bureau sa décision, lui offrant liberté, sécurité et indépendance, tout ce qu'une femme rationnelle devrait vouloir, mais Éléanore découvrit, assise parmi ses roses, qu'elle ne voulait aucune de ces choses, ou plutôt qu'elle ne les voulait que si elles venaient avec lui, car à quoi bon posséder Ashbourne s'il n'était pas là pour en parcourir les couloirs à ses côtés? Quelle joie pourrait-il y avoir dans la liberté si cela signifiait être libre de sa présence? Et elle réalisa, avec une certitude qui consuma toutes ses défenses prudentes, qu'elle ne voulait pas être libérée de ce mariage, mais plutôt libérée en son sein. Libérée non pas de lui, mais de la terrible retenue qui les avait tenus à l'écart. Mais comment pouvait-elle lui dire cela, alors que son grand geste semblait fondé sur l'hypothèse qu'elle voudrait partir, alors qu'accepter son offre pourrait sembler être la mainmise mercenaire d'une femme assurant sa fortune, et pourtant la refuser sans explication n'accomplirait rien, sauf peut-être blesser son orgueil, et Éléanore resta assise, figée dans son jardin, paralysée par la peur que tout choix qu'elle ferait serait le mauvais, qu'il l'éloignerait davantage au lieu de le rapprocher, jusqu'à ce qu'elle se souvienne du regard dans ses yeux quand il lui avait demandé si elle souhaitait partir, cette terrible vulnérabilité sous son contrôle prudent. Et elle comprit soudain qu'il ne lui avait pas offert ces documents par indifférence, mais par un amour si profond qu'il était prêt à sacrifier son propre bonheur pour le sien, et cette prise de conscience changea tout. Éléanore se leva du banc de jardin alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, projetant de longues ombres sur les roses qui semblaient refléter les ombres grandissantes dans son propre cœur, et elle retourna vers la maison avec une détermination née non pas de la certitude, mais de la compréhension désespérée que le silence les détruirait tous les deux, plus sûrement que n'importe quelle confession. Elle le trouva là où elle l'avait laissé des heures auparavant. Toujours dans son bureau, bien que les papiers aient été rassemblés en piles ordonnées, comme s'il avait tenté de mettre de l'ordre dans le chaos de leur situation, et quand elle entra sans frapper, il leva les yeux avec un espoir si nu, rapidement masqué derrière une politesse prudente, qu'elle faillit perdre tout son courage, mais elle ferma la porte derrière elle et s'avança pour se tenir devant son bureau, ses mains tremblantes, alors qu'elle disait sans préambule: « Je ne peux pas accepter ces documents. » Son visage devint soigneusement vide de cette manière qu'elle avait appris à reconnaître comme sa plus profonde douleur, et il commença à parler, une sorte de reconnaissance formelle de son droit de prendre le temps de réfléchir. Mais elle leva une main tremblante pour l'arrêter et continua d'une voix qui menaçait de se briser. « Je ne peux pas les accepter, parce qu'ils m'offrent tout sauf la seule chose que je veux vraiment, et j'ai passé trop de mois en silence, dans la solitude, dans le terrible espace entre nous, pour rester silencieuse plus longtemps, même si la vérité me ruine. » Elle vit la confusion vaciller sur ses traits, le vit se pencher légèrement en avant, comme s'il ne pouvait tout à fait croire ce qu'il entendait. Et Éléanore sentit des larmes commencer à glisser sur ses joues, alors qu'elle se forçait à continuer. « Vous parlez de me donner le choix et la liberté, de me libérer d'un mariage que je n'ai jamais choisi. Mais vous avez tort.
votre grâce. Si profondément tort que je dois parler franchement, même si je sais que vous m'avez épousé pour ma fortune, et rien de plus. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une confession murmurée dans une cathédrale, et elle regarda son visage passer de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse, alors qu'elle poursuivait. « Je ne veux pas de votre domaine ou de vos propriétés, je ne veux pas de la liberté de ce mariage ou de l'indépendance que vous m'offrez, je ne veux que vous, je n'ai voulu que vous depuis le début, bien que je me sois su sotte d'aimer un homme qui ne me voyait que comme un moyen de sauver sa maison ancestrale. » Sa chaise grinça en arrière alors qu'il se levait brusquement, ses mains agrippant le bord du bureau comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Et Éléanore vit dans ses yeux une telle tempête d'émotions qu'elle ne put nommer toutes ses composantes, la douleur, l'espoir et l'incrédulité luttant pour la domination, alors qu'il disait d'une voix éraillée « Éléanore, vous ne pouvez pas vouloir dire… » Mais elle l'interrompit, incapable de s'arrêter maintenant qu'elle avait commencé. « Je veux dire que je vous aime, que je vous ai aimé à travers tous ces terribles mois de distance et de silence, que je préférerais vivre dans une chaumière avec vous plutôt que de régner en duchesse sur tout ce domaine sans vous. Et si vous me renvoyez maintenant, ce ne sera pas parce que j'ai choisi la liberté, mais parce que vous ne pouviez supporter de garder une femme assez sotte pour donner son cœur là où il n'était pas désiré. » Le silence qui suivit parut éternel. Une suspension du temps dans laquelle tout l'avenir d'Éléanore était en jeu, puis le duc contourna le bureau avec une telle soudaineté qu'elle eut à peine le temps de reprendre son souffle avant qu'il ne se tienne devant elle, ses mains se levant pour encadrer son visage avec une douceur qui la fit sangloter à voix haute, et il dit d'une voix brisée par l'émerveillement et la douleur : « Pas désiré ? Oh, ma chère Éléanore, pas désiré alors que je vous ai aimé si désespérément que j'aurais renoncé à tout ce que je possède pour votre bonheur, alors que j'ai passé des mois dans le tourment, me croyant indigne de vous, alors que la pensée de votre départ a failli me détruire. » Ses pouces essuyèrent ses larmes, alors que ses propres yeux brillaient d'humidité. Et Éléanore sentit quelque chose de fondamental basculer dans l'univers, alors qu'il continuait. « Je vous ai épousé pour votre fortune. Oui, c'est la vérité honteuse que j'ai portée comme une pierre sur ma poitrine, mais je la rendrai toute et plus encore. Je vivrai dans la pauvreté, si seulement vous pouviez me regarder avec amour, plutôt que par devoir. Et je pensais qu'en vous offrant la liberté, je vous donnais ce que vous méritiez, alors que tout ce que je voulais vraiment, c'était vous supplier de rester. » La confession brisa la dernière barrière entre eux, et Éléanore leva les mains pour couvrir les siennes, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, tous deux tremblant de l'énormité de ce qu'ils avaient failli perdre et de ce qu'ils pourraient encore gagner. Et à cet instant, le poids de mois de malentendus se leva comme un brouillard devant le soleil, ne laissant que la clarté cristalline d'un amour mutuel enfin reconnu. L'espace entre eux s'effondra lorsque le duc attira Éléanore dans ses bras avec un désespoir qui témoignait de mois de déni, et elle fondit contre lui comme si son corps avait attendu ce moment depuis le jour même de leur mariage, leur première véritable étreinte brisant la distance prudente qu'ils avaient tous deux maintenue si longtemps, et Éléanore sentit son cœur s'emballer contre le sien alors que ses mains passaient de son visage à sa taille, la rapprochant encore plus, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il relâchait son étreinte. « Tous ces mois, » murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix rauque d'émotion, « tous ces terribles mois je t'ai regardé te déplacer dans ces couloirs comme un fantôme, si belle et si distante, et je me suis dit que c'était ce que tu méritais, d'être libéré d'un mari qui avait profité de tes circonstances de manière si mercenaire, mais chaque jour sans toi était une agonie que je peux à peine décrire. »
Eleanor se recula juste assez pour le regarder en face, voyant là les traces de larmes qu'il n'avait pas pris la peine de cacher, et elle leva la main pour tracer la ligne de sa mâchoire avec des doigts tremblants en disant « Je me croyais si sotte de vous aimer, de vouloir plus que l'arrangement que nous avions conclu, et j'ai déversé tout ce désir dans les jardins et la maisonnée parce que je ne pouvais le déverser entre vos mains. » Il attrapa ses doigts et les pressa contre ses lèvres, ses yeux ne quittant jamais les siens, et Éléanore vit dans leur profondeur une telle tendresse qu'elle sentit son souffle se couper, car c'était l'homme qu'elle avait entrevu par fragments au cours de ces longs mois, l'homme qui lisait de la poésie dans des coins tranquilles, défendait son honneur et lui tenait la main pendant les nuits fiévreuses, l'homme qu'elle avait aimé sans espoir de réciprocité. « Je t'ai regardé t'occuper de ces jardins, avoua-t-il, t'ai regardé apporter la beauté à chaque recoin d'Ashbourne, et j'ai pensé combien il était approprié que tu fasses fleurir cet endroit froid, alors que tu avais fait revivre mon propre cœur gelé, mais je me suis cru indigne de prononcer de telles vérités à voix haute. » Ils restèrent là, dans la lumière déclinante de son bureau, se tenant l'un l'autre comme s'ils étaient les deux seules âmes existantes, et Éléanore sentit un rire bouillonner à travers ses larmes à la terrible comédie de leur aveuglement mutuel. Et quand il la regarda avec inquiétude, elle expliqua à travers ses larmes « Nous avons été de tels sots, tous les deux, souffrant en parallèle, alors que nous aurions pu être heureux tout ce temps, si l'un de nous avait eu le courage de parler. » Son rire en réponse fut larmoyant mais sincère, et il pressa son front contre le sien en disant « Alors ne soyons plus des sots, promettons-nous de nous dire la vérité l'un à l'autre à partir de ce jour, aussi difficile ou effrayant que cela puisse être. » Eleanor hocha la tête, incapable de former des mots au-delà de l'émotion qui lui nouait la gorge. Puis ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui était à la fois doux et désespéré, un baiser qui avait le goût du sel de leurs larmes mêlées et qui contenait tout le désir des mois qu'ils avaient perdus, et Éléanore répondit avec une ardeur qui les surprit tous les deux, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux, alors que ses bras se resserraient autour de sa taille, et quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, riant et pleurant à la fois. Les papiers du domaine gisaient oubliés sur le bureau à côté d'eux, sans importance maintenant face à ce qu'ils avaient découvert, et le duc attira Éléanore vers le canapé, près de la fenêtre, où les derniers rayons du coucher de soleil peignaient la pièce d'or et d'ambre, et ils s'assirent ensemble pour la première fois, sans le poids du malentendu entre eux, parlant par flots de confession sur chaque moment de solitude, chaque instance de désir, chaque petit geste qui avait tout signifié, et pendant tout ce temps, leurs mains restèrent entrelacées, comme s'ils avaient trouvé un ancrage l'un dans l'autre après des mois à la dérive dans des tempêtes séparées, et alors que la nuit tombait sur Ashbourne, ils se firent la promesse de recommencer, vraiment cette fois, avec honnêteté, courage et l'amour qui avait survécu malgré tous les obstacles qu'ils avaient placés sur son chemin. Le matin suivant leur confession se leva, clair et lumineux, comme si les cieux eux-mêmes célébraient la transformation qui s'était produite entre les murs d'Ashbourne, et quand Éléanore se réveilla dans ses propres appartements pour ce qu'elle sut d'une manière ou d'une autre être la dernière fois, elle trouva une note glissée sous sa porte de la main même du duc, lui demandant si elle pourrait se joindre à lui pour le petit déjeuner dans la véranda, une pièce qu'il n'avait jamais partagée auparavant, et son cœur chanta, tandis qu'elle s'habillait avec des doigts tremblants et se frayait un chemin à travers des couloirs qui semblaient soudain plus légers, plus chaleureux, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle et pouvait enfin expirer. Elle le trouva là, parmi les orangers en pot et le jasmin grimpant, une table dressée pour deux dans la douce lumière du matin, et quand il la vit, son visage se transforma d'une joie si ouverte qu'elle dut presser sa main sur sa poitrine devant la beauté de la scène,
car c'était l'homme derrière tous les masques prudents, l'homme qu'elle avait entrevu par fragments, mais qu'elle pouvait maintenant voir entier et sans défense, et il s'approcha d'elle immédiatement, prit ses mains dans les siennes et les baisa avec une révérence qui la fit rougir, alors qu'il disait « Je voulais que notre premier matin soit différent, que ce soit un véritable commencement. » Ils s'assirent ensemble et parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, non pas les échanges prudents d'étrangers polis, mais la conversation intime de deux âmes se découvrant sans barrière, et Éléanore apprit qu'il écrivait de la poésie aux petites heures du matin, qu'il rêvait d'améliorer les chaumières des tenanciers et d'établir une école sur le domaine, que sa mère était morte quand il était jeune et qu'il avait grandi dans la froide formalité de la maison de son père et s'était juré de ne jamais reproduire une telle distance émotionnelle dans sa propre famille, un vœu qu'il avait rompu dans leur mariage par peur et par honte, et pendant qu'il parlait, Éléanore vit les profondeurs qu'elle avait toujours senties être là, la complexité et la tendresse qui avaient été cachées sous l'armure de la bienséance. Elle partagea à son tour ses propres rêves pour le domaine, sa vision de jardins qui seraient ouverts au village les jours d'été, son amour de la musique qu'elle avait réprimé dans le silence de leur mariage distant, sa peur de n'être jamais plus que sa fortune pour quiconque, et il écouta avec une telle attention qu'elle se sentit vraiment vue pour peut-être la première fois de sa vie. Et quand elle fit une pause, il tendit la main sur la table pour prendre la sienne et dit avec une intensité tranquille « Tu es tout, Éléanore, tout ce que je n'ai jamais osé espérer et tout ce que je ne mérite pas, et je passerai chaque jour de notre vie à m'assurer que tu saches que ta valeur n'a rien à voir avec la richesse et tout à voir avec qui tu es. » Les heures passèrent comme des minutes pendant qu'ils parlaient, et quand madame Henderson vint voir comment ils allaient, elle les trouva toujours là dans la lumière de l'après-midi, leur petit déjeuner froid depuis longtemps, mais leurs mains toujours jointes sur la table, et la gouvernante se retira les larmes aux yeux et répandit la nouvelle dans la maisonnée que le maître et la maîtresse avaient enfin trouvé le chemin l'un vers l'autre, et le personnel accomplit ses tâches le cœur plus léger, car ils avaient tous souffert en observant la tragédie silencieuse de leur mariage solitaire. Ce soir-là, Éléanore ne retourna pas dans ses appartements séparés, mais marcha avec le duc à travers les couloirs jusqu'à la suite principale, sa main dans la sienne, son cœur battant d'anticipation, de nervosité et de joie tout à la fois, et quand il ferma la porte derrière eux et l'attira dans ses bras, elle sentit les derniers murs entre eux s'effondrer en poussière, et ils se découvrirent avec une tendresse qui parlait d'amour plutôt que de devoir, de choix plutôt que d'obligation, et Éléanore apprit que l'intimité physique pouvait être une extension de la connexion émotionnelle plutôt qu'une transaction séparée, et dans l'obscurité rompue seulement par la lumière du feu, ils murmurèrent des confessions, des promesses et des plans pour l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Et quand elle s'endormit enfin dans ses bras, elle sentit pour la première fois depuis son jour de mariage qu'elle était vraiment rentrée chez elle. Les jours qui suivirent de leur réunion furent empreints d'une joie qui transforma Ashbourne de ses fondations à ses toits. Mais alors que l'euphorie initiale se mua en quelque chose de plus profond et de plus durable, Éléanore et le duc se trouvèrent confrontés à la réalité inconfortable de la façon dont leur mariage avait commencé. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la bibliothèque, le feu crépitant doucement entre eux, Éléanore aborda le sujet qui pesait sur son cœur, disant tranquillement « Nous devons en parler, vous savez, de la façon dont nous en sommes venus à nous marier, car je crains que si nous n'abordons pas cela honnêtement, cela se dressera toujours entre nous comme une ombre. » L'expression du duc devint troublée, et il posa le livre qu'il lisait pour lui accorder toute son attention. Ses yeux sombres de la culpabilité qu'elle avait appris à reconnaître ne seraient pas facilement dissipés, et il dit « Je t'ai épousée pour ta fortune, Éléanore, une vérité si mercenaire et honteuse que j'ai peine à la prononcer à voix haute,
et bien que j'en sois venu à t'aimer au-delà de toute raison, je ne peux changer le fait que je suis entré dans notre union avec les motivations les plus basses. » Eleanor prit sa main, la tenant entre les siennes, alors qu'elle choisissait ses mots avec soin. Car elle comprenait que cette culpabilité était un fardeau qu'il avait porté bien trop longtemps, et elle dit « Vous m'avez épousé pour ma fortune, c'est vrai, mais je vous ai épousé en le sachant, et j'ai fait ce choix les yeux ouverts, et bien que les mois de distance entre nous aient été douloureux, je ne regrette pas la décision qui m'a amené à Ashbourne, qui m'a amené à vous. » Ils parlèrent longuement dans la nuit, examinant les fondations de leur mariage avec l'honnêteté qu'ils s'étaient promise, et le duc avoua comment la honte avait empoisonné chacune de ses interactions avec elle, comment il s'était cru indigne de son estime et s'était donc refusé la chose même qu'il désirait le plus. Et Eleanor révéla à son tour comment elle s'était dit qu'il était sot de l'aimer, mais n'avait pu empêcher son cœur d'espérer. En parlant, elle vit une nouvelle possibilité émerger de leur douleur partagée, une façon de transformer ce qui avait été blessé en quelque chose de constructif et de guérisseur. « Et si, dit-elle lentement, l'idée prenant forme alors même qu'elle l'exprimait, si nous utilisions notre expérience pour aider d'autres personnes qui se trouvent dans des circonstances similaires, de jeunes couples contraints à des arrangements par nécessité, qui pourraient bénéficier de savoir que de tels débuts ne doivent pas nécessairement déterminer la fin. » Le duc la regarda avec une compréhension naissante, son expression passant de la mélancolie à quelque chose qui approchait de l'espoir, et il dit « Tu veux dire ouvrir Ashbourne à d'autres comme nous, offrir des conseils et peut-être un modèle différent de la distance froide que nous avons initialement choisie ?» Eleanor hocha la tête, son excitation grandissant à mesure que la vision se clarifiait, et elle décrivit comment il pourrait inviter de jeunes couples à séjourner au domaine, à voir comment le partenariat et le respect pouvaient coexister même au sein de mariages arrangés, à apprendre de leurs erreurs et de leurs triomphes éventuels. Pendant qu'elle parlait, le visage du duc se transforma avec détermination, car voici un moyen de racheter la honte qu'il portait, de s'assurer que d'autres ne souffrent pas comme ils avaient souffert. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à étendre discrètement des invitations à des couples qu'ils connaissaient ou dont ils entendaient parler, qui avaient contracté des mariages de convenance, offrant l'hospitalité d'Ashbourne et la sagesse née de leur propre parcours. Le domaine qui avait autrefois résonné de solitude devint un havre pour ceux qui cherchaient à construire une connexion authentique au sein des structures du devoir et de l'obligation, et Eleanor découvrit qu'en aidant les autres à naviguer les eaux périlleuses qu'ils avaient survécues, ses propres blessures continuaient de guérir, et le duc découvrit qu'en parlant honnêtement de ses échecs et de sa rédemption, le poids écrasant de la culpabilité s'allégeait progressivement, remplacé par la satisfaction d'un but partagé avec la femme qu'il aimait. Le retour à la société se fit avec la saison printanière, lorsque les invitations aux bals, dîners et garden parties ne pouvaient plus être poliment déclinées. Et bien qu'Eleanor ressentît un frémissement d'appréhension à l'idée d'affronter le monde qui avait chuchoté sur son mariage avec une telle cruauté savante, elle trouva du courage dans la main du duc fermement serrée autour de la sienne, alors que leur voiture roulait vers le bal de la marquise de Westmore, le premier grand événement social auquel ils assisteraient depuis leur transformation. Au moment où ils entrèrent dans la salle de bal, toute conversation sembla s'arrêter, et Eleanor sentit le poids de dizaines de pères d'yeux sur eux, évaluant, jugeant et cherchant la confirmation des ragots qui avaient alimenté les salons pendant des mois. Mais le duc ne lâcha pas sa main, et quand il baissa les yeux vers elle, son expression contenait une tendresse si ouverte qu'elle vit plusieurs matrones se pencher l'une vers l'autre en chuchotements surpris, car ce n'était pas la froide formalité que la société attendait du duc d'Ashbourne et de sa mariée achetée. Il la mena sur la piste de danse avec une fierté qui n'avait pas besoin de mots,
son bras autour de sa taille possessif et protecteur, et alors qu'ils se déplaçaient ensemble à travers les figures de la valse, Éléanore vit dans ses yeux le reflet de sa propre joie, et elle comprit que cette danse ne ressemblait en rien à leur bal de noces, où le devoir les avait maintenus dans une séparation rigide, car maintenant ils se mouvaient comme un seul être, leur corps en parfait accord, comme leur cœur l'était enfin devenu. Lady Hartwick, qui avait été parmi les plus cruelles commères, s'approcha d'eux pendant l'entr'acte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et fit un commentaire ironique sur le fait que le mariage semblait leur réussir après tout, et Éléanore se prépara à la déviation polie du duc, mais au lieu de cela, il regarda la femme avec une franchise froide et dit « Le mariage me réussit parce que j'ai eu l'extraordinaire fortune d'épouser une femme d'une grâce et d'une patience remarquables, qui a jugé bon d'aimer un homme qui, au départ, ne méritait pas son estime, et je me considère comme le plus béni des hommes de l'appeler ma femme. » Et la sincérité de sa voix fit taire complètement Lady Hartwick et envoya des ondes d'étonnement à travers ceux qui étaient assez proches pour entendre. Tout au long de la soirée, il resta aux côtés d'Eléanore, son attention ne faiblissant jamais. Son affection visible dans chaque regard et chaque contact, et elle se sentit s'épanouir sous la chaleur de sa dévotion ouverte, sa confiance grandissant à mesure qu'elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de cacher son amour ou de feindre l'indifférence, car il l'avait réclamé publiquement aussi complètement qu'il l'avait réclamé en privé dans l'intimité de leurs appartements. Plus tard, ils se tinrent ensemble près des portes du jardin, prenant un moment de calme au milieu du tourbillon social, et Éléanore entendit deux jeunes gentilshommes discuter des mariages arrangés, l'un disant avec une amertume cynique que de telles unions ne pouvaient jamais mener à un sentiment authentique. Avant qu'Éléanore ne puisse répondre, le duc se tourna vers eux et dit avec une conviction tranquille « Vous vous trompez, car je suis entré dans mon mariage avec les pires intentions, et j'ai trouvé en ma femme une profondeur d'amour que je n'aurais jamais imaginé possible, et bien que je ne puisse recommander de commencer comme je l'ai fait, je peux attester que la manière dont un mariage commence ne doit pas déterminer sa suite, si les deux parties ont le courage d'être honnêtes et la grâce de pardonner. » Et les jeunes hommes écoutèrent avec des expressions de respect surpris, et le cœur d'Éléanore se gonfla d'amour pour cet homme qui pouvait parler si ouvertement de ses propres échecs au service d'une vérité plus grande. Alors que leur voiture les ramenait chez eux à travers la campagne éclairée par la lune, le duc la serra contre lui et murmura contre ses cheveux « As-tu vu comment ils nous regardaient ? Comment ils ne pouvaient concilier les ragots qu'ils avaient chéris avec la réalité sous leurs yeux ?» Éléanore sourit et répondit « Laissons-les s'interroger, laissons-les voir que nous avons trouvé quelque chose qu'ils ne peuvent diminuer avec leur chuchotement. » Et ils firent le reste du trajet dans un silence content, sûrs que l'opinion de la société importait bien moins que la vérité qu'ils avaient construite ensemble. Quand ils atteignirent Ashbourne et montèrent ensemble les escaliers vers leurs appartements partagés, Éléanore songea que la transformation visible pour le monde n'était que l'ombre du profond changement qui s'était produit dans leur cœur, et qu'aucune performance de salle de bal ne pouvait capturer le miracle tranquille de deux âmes solitaires qui avaient enfin trouvé le chemin de leur foyer. L'une vers l'autre. Les documents de transfert de propriété non signés restèrent dans le bureau du duc pendant plusieurs semaines après leur réconciliation, gisant dans un tiroir où tous deux pouvaient les voir, mais dont aucun ne parlait, jusqu'à un après-midi tranquille, où Éléanore entra pour trouver son mari debout à son bureau, avec les papiers étalés devant lui, son expression pensive et sérieuse. Quand il leva les yeux à son approche, il dit sans préambule « Ces documents représentent quelque chose que je crois toujours juste, Éléanore, bien que peut-être pas de la manière que j'avais initialement prévue. » Et elle se plaça à côté de lui, regardant le langage juridique
qui lui aurait tout donné et ne lui aurait laissé presque rien. Il se tourna pour lui faire face complètement, prenant ses deux mains dans les siennes, alors qu'il expliquait que, bien que les papiers aient été rédigés dans un moment de culpabilité désespérée et d'autopunition, il voulait toujours qu'elle ait le plein contrôle légal du domaine, non pas parce qu'il doutait de son amour ou cherchait à apaiser sa conscience, mais parce qu'il croyait sincèrement qu'elle méritait la sécurité et le pouvoir qu'une telle propriété lui fournirait, disant « Tu as restauré Ashbourne avec ta fortune, tu l'as géré avec sagesse et grâce, et il semble juste que la loi reconnaisse ce que la réalité démontre déjà, que tu es le véritable cœur de cet endroit. » Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux à la sincérité de sa voix, mais elle secoua lentement la tête et dit « Je comprends ce que tu offres, et pourquoi. Et je t'aime encore plus pour ton désir de me donner cette sécurité, mais je ne peux accepter ces papiers tels qu'ils sont écrits, car ils représentent une division entre nous qui n'existe plus, une séparation d'intérêts qui contredit tout ce que nous avons construit ensemble. » Et elle observa attentivement son visage en continuant. « Et si, au lieu de cela, nous rédigions de nouveaux documents, des papiers qui nous établissent comme des partenaires égaux, en droit comme nous le sommes dans la vie, une propriété conjointe qui reconnaît nos deux contributions et notre engagement commun envers l'avenir d'Ashbourne. » L'expression du duc se transforma avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, et il serra ses mains plus fort en disant « Tu ferais cela, tu te lierais légalement à un partenariat avec moi, alors que tu pourrais avoir le contrôle exclusif, alors que tu pourrais te protéger de toute catastrophe future ?» Et Éléanore sourit à travers ses larmes et répondit « Je me lierais à toi de toutes les manières possibles, car nous sommes déjà liés de toutes les manières qui comptent, et je veux que le monde voie que nous sommes ensemble, non par nécessité, mais par choix. » Ils convoquèrent de l'avocat cet après-midi même, et alors qu'ils travaillaient ensemble à la rédaction de nouveaux papiers établissant la propriété conjointe du domaine d'Ashbourne, Éléanore ressentit un profond sentiment de justesse s'installer en elle, car ce document juridique reflèterait la vérité de leur mariage d'une manière que le transfert initial n'aurait jamais pu. Reconnaissant les deux partenaires comme des égaux avec des droits égaux sur la terre qu'ils avaient reconstruite ensemble et la vie qu'ils créaient entre ces murs. Lorsque les papiers furent enfin prêts à être signés plusieurs jours plus tard, le duc insista pour rassembler le personnel de la maisonnée pour assister à ce moment, disant que ces personnes qui avaient observé leur douloureux parcours de la froide formalité à l'amour authentique méritaient de voir cette culmination symbolique. Ainsi, dans le grand hall, avec Madame Davies, Harrison et tous les domestiques qui les avaient servis pendant les mois difficiles, Éléanore et le duc signèrent de leurs noms côte à côte, leurs signatures s'entrelaçant sur la page, comme leur vie s'était entrelacée dans la réalité. Après que les documents furent attestés et scellés, le duc leva son verre pour porter un toast, disant au personnel assemblé « Vous avez tous été témoins de la transformation de cette maison d'un lieu de solitude en un foyer rempli d'amour, et vous avez été patients avec votre maître et votre maîtresse, alors que nous trouvions notre chemin l'un vers l'autre. Et maintenant, nous vous demandons d'être témoins de cette reconnaissance légale de ce que nos cœurs ont déjà proclamé, que nous sommes partenaires en toutes choses, qu'Ashbourne nous appartient à tous deux également, et que tout avenir que nous construirons ici sera construit ensemble. » Et le personnel éclata en une célébration sincère, leurs visages reflétant la joie de serviteurs qui s'étaient vraiment souciés du bien-être de ceux qu'ils servaient. Alors qu'Éléanore regardait ces gens qui étaient devenus comme une famille, puis son mari dont les yeux brillaient d'amour et de fierté, elle comprit que ce moment ne concernait pas seulement des documents juridiques ou des droits de propriété, mais la déclaration publique d'une vérité privée, la reconnaissance devant témoins que deux personnes qui avaient commencé dans l'obscurité avaient trouvé leur chemin vers la lumière,
et qu'elles affronteraient tout ce qui viendrait non pas comme maître et dépendante, ni même comme duc et duchesse, mais comme de véritables partenaires liés par l'amour, le choix et le respect mutuel, les papiers qu'ils avaient signés ne faisant que confirmer ce que leur cœur avait déjà rendu irrévocablement vrai. L'année qui suivit leur partenariat légal se déroula comme le tour des saisons dans un jardin soigneusement entretenu, chaque mois apportant une nouvelle croissance et des racines plus profondes à l'amour qui avait enfin pu s'épanouir entre eux. Lorsque le printemps arriva avec sa promesse de renouveau, le duc et Éléanore travaillèrent côte à côte dans les vastes jardins, leurs mains sombres de terre, alors qu'ils plantaient des roses, de la lavande et toutes sortes de plantes à fleurs. Éléanore n'oublierait jamais la vue de son mari agenouillé dans la terre à côté d'elle, son bel habit jeté et ses manches de chemise retroussées, riant en avouant qu'il n'avait jamais touché la terre d'un jardin de sa vie, mais qu'il trouvait une paix inattendue dans ce travail. Elle lui apprit à juger de la profondeur de plantation et de l'espacement des bulbes, et ils créèrent ensemble une profusion de couleurs qui fleurirait au cours des mois à venir comme un témoignage de leur partenariat. L'été amena la première de ce qui deviendrait une tradition annuelle, lorsqu'ils ouvrirent les portes d'Ashbourne à 3 jeunes couples piégés dans des mariages arrangés, tout comme le leur l'avait été. Éléanore regarda son mari parler avec une profonde honnêteté à ces étrangers de ses propres erreurs et du chemin qu'il avait parcouru de l'intention mercenaire à l'amour authentique. Elle vit comment ces mots donnaient de l'espoir aux femmes qui s'étaient crues n'être que des marchandises et aux hommes qui s'étaient crus condamnés à des vies de vide confortables. Ensemble, elle et le duc créèrent une atmosphère où l'honnêteté pouvait s'épanouir et où les couples pouvaient commencer à se voir comme des partenaires potentiels plutôt que comme de simples obligations contractuelles. À la fin de l'été, 2 des 3 couples repartirent avec des transformations visibles dans la façon dont ils se regardaient, et le cœur d'Éléanore se gonfla de gratitude que leur douleur ait été transmutée en quelque chose qui pouvait soulager la souffrance des autres. L'automne arriva avec sa lumière dorée et son air rafraîchissant, et à l'anniversaire de leur mariage, le duc conduisit Éléanore à la petite chapelle du domaine où ils avaient prononcé leurs vœux initiaux dans une froide formalité. Là, en présence seulement de Madame Davis et de Harrison comme témoins, ils se dirent de nouveaux vœux, des promesses faites non par devoir ou désespoir, mais par la certitude profonde d'un amour éprouvé. La voix d'Éléanore trembla alors qu'elle se donnait à cet homme qui lui avait tout donné quand elle n'avait rien, et les yeux du duc brillèrent de larmes alors qu'il promettait de passer chaque jour restant de sa vie à se prouver digne de la grâce qu'elle lui avait montrée. Quand ils s'embrassèrent dans cette chapelle tranquille, Éléanore sentit le goût du sel de leurs 2 larmes et sut que ces vœux détenaient une sacralité que leur premier mariage n'avait jamais eue. L'hiver apporta le plus profond des cadeaux lorsque Éléanore découvrit qu'elle était enceinte. Elle se souvint du moment où elle l'annonça à son mari, comment il était devenu très calme, puis l'avait prise dans ses bras avec une tendre révérence, sa main se posant doucement sur son ventre encore plat, alors qu'il murmurait qu'il n'avait jamais imaginé qu'une telle bénédiction lui serait accordée, qu'il avait pensé que ses erreurs lui coûteraient toute chance d'avoir une vraie famille. Éléanore le serra fort contre elle et l'assura que leur enfant naîtrait dans l'amour, non dans l'obligation, dans un foyer rempli de chaleur plutôt que de froide formalité. Alors que la neige tombait doucement à l'extérieur de leurs fenêtres et qu'ils étaient assis ensemble devant le feu dans leurs appartements partagés, Éléanore songea que le passage de ces saisons avait transformé non seulement leurs relations, mais leur compréhension même de ce que le mariage pouvait être. Et elle sut avec une certitude tranquille que chaque saison future ne ferait qu'approfondir le don extraordinaire qu'ils avaient découvert l'un dans l'autre. Cet amour qui avait grandi du sol le plus stérile pour devenir quelque chose de beau, de durable
et d'entièrement leur. 5 années s'étaient écoulées depuis cet hiver transformateur où Éléanore et le duc avaient enfin dit la vérité qui les avait libérés tous les deux, et Ashbourne était devenu quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer en ces premiers jours de froide formalité et de distance douloureuse, transformé d'un domaine grandiose mais vide en un foyer qui rayonnait de chaleur, de vie et du genre de bonheur qui ne vient que d'un amour qui a été éprouvé. Les jardins qu'Éléanore avait plantés lors de ce premier printemps de leur véritable partenariat avaient mûri en une beauté à couper le souffle, les roses grimpant sur le mur sud en profusion et la lavande bordant les allées d'une abondance violette. C'est dans ces jardins que leurs 2 enfants passaient leur journée sous l'œil vigilant de leur dévouée gouvernante, le petit Thomas, qui venait d'avoir 4 ans, courant entre les parterres de fleurs avec son épée en bois, tandis que sa sœur Catherine, pas encore 2 ans, le suivait à petits pas déterminés et avec des rires ravis. Le duc se tenait à la fenêtre de la bibliothèque, regardant ses enfants jouer, et Éléanore sut sans demander qu'ils pensaient à quel point ils avaient failli manquer tout cela, comment l'orgueil, la douleur et la distance auto-imposée auraient pu facilement leur coûter non seulement l'un l'autre, mais aussi ces belles âmes qui remplissaient maintenant leur journée de joie et de but. Elle le vit toucher le verre de la main alors que Thomas tombait et que Catherine arrêtait sa poursuite pour aller tapoter la tête de son frère en guise de réconfort, leur gentillesse innée l'un envers l'autre étant un reflet de l'amour qui imprégnait désormais chaque recoin de leur maison. Éléanore traversa la pièce pour se tenir à côté de son mari, glissant sa main dans la sienne comme elle l'avait fait d'innombrables fois au cours de ces années, et il se tourna vers elle avec ce regard qui faisait encore battre son cœur. L'expression d'un homme qui ne peut tout à fait croire à sa bonne fortune et qui chérit chaque instant avec une intensité née du fait d'avoir failli tout perdre ce qui compte. Ils avaient encadré les documents originaux de transfert de propriété et les avaient accrochés dans le bureau du duc, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un témoignage du moment où l'amour s'était avéré plus fort que l'orgueil, où son mari avait été prêt à tout lui donner parce qu'il l'aimait assez pour la laisser partir. Parfois, en passant devant ce cadre, Éléanore s'arrêtait et se souvenait de son propre refus tremblant, de sa confession qu'elle le voulait plus que la sécurité, la liberté ou quoi que ce soit que le monde puisse offrir. Et elle s'émerveillait du courage qu'il leur avait fallu à tous deux pour dire la vérité, après tant de mois de silence. L'héritage de leur transformation s'étendait bien au-delà de leur propre bonheur, car Ashbourne était devenu connu dans tout le comté comme un endroit où les couples en difficulté pouvaient trouver des conseils et de l'espoir, où le duc et la duchesse partageaient leur histoire avec une honnêteté sans faille et aidaient les autres à naviguer sur le chemin difficile de l'arrangement à l'affection sincère. Au fil des ans, ils avaient vu des dizaines de couples arriver à leur porte avec le même air de désespoir silencieux qu'Éléanore se souvenait de ses propres premiers jours de mariage, et ils avaient vu beaucoup de ces mêmes couples repartir avec quelque chose comme une lumière commençant à poindre dans leurs yeux. Le premier espoir timide que peut-être leurs histoires aussi pourraient se transformer de l'obligation en amour. Le duc serra Éléanore plus près d'eux alors qu'ils regardaient leurs enfants, et elle se pencha dans sa chaleur en pensant à la façon dont la souffrance les avait en effet menés à cette joie, comment la froide formalité de leur début avait rendu la chaleur de leur présent d'autant plus précieuse. Elle comprenait maintenant que la douleur qu'ils avaient endurée n'avait pas été vaine, mais les avait façonnés tous les deux en des personnes capables d'apprécier le don extraordinaire d'un véritable partenariat, d'un amour librement donné et reçu avec gratitude. Alors que Thomas aidait sa sœur à se relever et que les 2 enfants levaient les yeux vers la fenêtre de la bibliothèque pour saluer leurs parents, Éléanore sentit son cœur déborder de gratitude pour chaque moment difficile qui les avait menés à cet après-midi parfait,
à cette vie qui avait fleuri du sol le plus ingrat pour devenir quelque chose de plus beau qu'elle n'avait jamais osé rêver. Le soir descendit sur Ashbourne avec cette qualité dorée particulière que l'automne apporte, et le duc et Éléanore marchèrent ensemble à travers les jardins qu'elle avait d'abord plantés avec espoir, et qu'il avait plus tard entretenus avec amour, leurs enfants en sécurité dans la nurserie, préparés pour le lit par leur dévouée gouvernante. Alors qu'ils se déplaçaient entre les parterres de roses qui avaient poussé de manière sauvage et glorieuse au fil des ans, Éléanore sentit la main de son mari se resserrer autour de la sienne et sut qu'il pensait, comme elle le faisait si souvent, au miracle de leur transformation, à quel point ils avaient failli passer toute leur vie dans cette froide formalité qui avait marqué leur début. Ils s'assirent sur le banc de pierre sous le chêne ancien où Éléanore s'était autrefois assise seule, contemplant la morosité de son avenir, et le duc se tourna vers elle avec cette expression de gratitude émerveillée qui apparaissait encore sur son visage quand il la regardait, comme s'il ne pouvait tout à fait croire qu'elle était réelle, présente et sienne. Il parla doucement de la façon dont leur souffrance n'avait pas été sans but, comment la douleur de ces premiers mois leur avait appris à tous deux la valeur de ce qu'ils possédaient maintenant. Et Éléanore hocha la tête, car elle comprenait que la joie qu'elle ressentait dans leur vie actuelle était rendue d'une certaine manière plus profonde et plus riche par le souvenir de ce qu'ils avaient enduré pour l'atteindre. Cher auditeur, peut-être vous êtes-vous trouvé dans des circonstances qui semblent froides et transactionnelles. Peut-être vous êtes-vous demandé si l'amour peut vraiment pousser sur le sol le plus stérile, ou si certains débuts sont trop compromis pour se transformer un jour en quelque chose de beau. Je voudrais que vous sachiez que l'histoire du duc et de la duchesse d'Ashbourne témoigne de l'extraordinaire résilience du cœur humain, de sa capacité de transformation, même lorsque tout semble perdu. Leur mariage a commencé de la pire manière possible, avec une intention mercenaire d'un côté et un désespoir résigné de l'autre, et pourtant, par la patience, la vulnérabilité et le courage de dire la vérité même lorsque cette vérité semblait incroyablement effrayante, ils ont découvert que l'amour n'est pas diminué par des origines difficiles, mais peut en fait en être renforcé, rendu plus précieux par les obstacles mêmes qui auraient pu le détruire. La leçon de leur histoire n'est pas que la richesse, le titre ou la sécurité importent moins que nous ne le pensons, mais plutôt que notre valeur en tant qu'êtres humains transcende entièrement ce que nous possédons ou ce que nous pouvons offrir en termes matériels. Le duc a appris à apprécier Éléanore non pas malgré la perte de sa fortune, mais parce que cette perte l'a libéré pour la voir vraiment. Et Éléanore a appris qu'elle était digne d'amour, non pas à cause de ce qu'elle apportait au mariage, mais simplement à cause de qui elle était. Cette compréhension les a transformés tous les deux en des personnes capables d'un véritable partenariat, d'un amour qui ne demande rien et donne tout, d'une dévotion qui s'approfondit à chaque saison qui passe. Alors, si vous vous trouvez piégé dans des circonstances qui semblent immuables, si vous croyez que votre début a déterminé votre fin, ou que les erreurs du passé ont exclu la possibilité d'une joie future, prenez courage de leur exemple et sachez que la transformation est toujours possible pour ceux qui sont assez courageux pour être vulnérables, assez patients pour permettre à l'amour de grandir en son temps, et assez honnêtes pour dire la vérité qui vit dans leur cœur. Puissiez-vous trouver dans votre propre vie le courage de choisir l'amour plutôt que l'orgueil, la connexion plutôt que l'isolement, et l'espoir plutôt que le désespoir. Puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que les pires débuts peuvent en effet mener aux plus belles fins, que la souffrance peut être transmutée en joie, et que l'amour librement donné et reçu avec gratitude est le plus grand trésor qu'un cœur humain puisse connaître. Cette histoire vous est présentée par Contes et de Transformation, où nous croyons au pouvoir de l'amour
pour guérir même les blessures les plus profondes, et à la capacité de l'esprit humain à trouver la lumière dans les endroits les plus sombres. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire aussi peut se transformer, que sa douleur aussi peut mener à une joie inattendue, et que l'amour vaut toujours le courage qu'il faut pour l'atteindre.